Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour pour un débat sur les thèmes clés de l'actualité économique du moment. Dieu sait qu'il y en a, des thèmes clés dans l'actualité économique du moment. On ira alors de l'inflation, ou en tout cas de la hausse des coûts de production. Voilà, on en est là aujourd'hui avant de savoir si on va parler d'inflation. Tout ce qui se joue évidemment, le fracas, le choc entre le climat, le carbone et le pouvoir d'achat. Là, on est en plein dedans, depuis la rentrée en fait, on est en plein dedans. Et puis des éléments autour de l'innovation, autour de Facebook, autour de... Comment ça s'appelle ? Métaverse. Allez, on va voir ça, c'est parti. Donc c'est parti, Clément Aura est avec nous. Bonjour Clément. Bonjour Stéphane. Prof d'éco à la Sorbonne et à Sciences Po. Philippe Wechter, salut Philippe. Bonjour Stéphane. Tu pourrais être prof d'éco en fait, Philippe. Que j'ai été aussi. Ah, sérieux ? Oui, j'ai donné des cours à l'ENS Cachan, j'ai donné des cours, prof associé à l'Université d'Evry il y a quelques années. Ah ben voilà, et donc là, chef économiste Ostrom Asset Management. Et André Le Scruc-Pietri, bonjour André. Bonjour Stéphane. Pas prof d'éco, toi, André, non ? J'interviens. Ouais, par-ci, par-là, notamment sur l'innovation. Merci de venir nous voir. Donc, tu es président de la Joint European Disruptive Initiative, c'est ça ? Disruption Initiative, Disruptive Initiative. Disruptif, absolument. Philippe, on va démarrer avec l'un de ces graphes dont tu as le secret. Alors, j'avais vu passer ça il y a un mois, et puis tu l'as actualisé là. Je trouve très, très intéressant. Sur les entreprises face aux hausses de prix. Alors là, juste 2-3 infos, et puis tu vas nous expliquer un petit peu ce qu'est ce graphe. On va le laisser bien affiché là, les amis. Donc, il y a une étude AlixPartners, là, par exemple, qui nous dit que les hausses de matières premières renchérissent en moyenne de 1 000 € le coût des voitures. Donc l'aluminium, c'est plus 60%, cuivre 70%, plastique 50%, caoutchouc 21%, acier 158%. Et Clotilde Delbos, la directrice financière de Renault qui commentait les résultats de Renault, je crois que c'était jeudi ou vendredi, disait il est impossible de faire avaler ça aux consommateurs. Donc pour l'instant, on va le prendre sur notre marge. Et donc c'est là où on arrive à ton graphe. Qu'est-ce qu'il nous dit ton graphe ? Il nous dit que justement en ce moment, les entreprises sont en train de prendre sur leur marge, c'est ça ? On va le remettre là, s'il vous plaît, les amis. Le premier point, quand même, quand on regarde le graphe, il y a 2 indicateurs. Ce sont des enquêtes qui sont faites auprès des chefs d'entreprise en zone euro. Le graphique, la ligne bleue, c'est dire comment évoluent les prix que je paye, moi, entrepreneur. Voilà. Et la ligne rouge, c'est comment je répercute ces prix à mes clients, qui ne sont pas forcément des consommateurs. Hein. Ça peut être on est dans une chaîne... Et alors, ces indicateurs, notamment la ligne bleue, suit très très bien l'évolution du taux d'inflation de la zone euro. Et pour une raison très simple, c'est qu'une grande partie de l'explication du mouvement de la courbe bleue, c'est le prix de l'énergie. Et quand on regarde le taux d'inflation en zone euro, qui est à 3,3 au mois de septembre, la moitié s'explique par le prix de l'énergie. Donc c'est déjà quelque chose de considérable. Ok Philippe, mais moi ce qui m'intéresse là, donc alors je le dis pour ceux, parce que vous êtes assez nombreux à nous écouter en podcast aussi, donc la ligne bleue, donc on va dire les coûts pour les entreprises, restent bien au-dessus de la ligne rouge, la façon dont elles le répercutent dans les prix. Je peux traduire ça comme ça. Voilà, donc ça veut dire que pour l'instant, ça va être un frein très important au développement d'un cycle inflationniste. C'est un frein, mais quand on regarde sur la période, le graphique n'est pas très long parce que l'enquête n'est pas très longue. On a eu déjà des pics de tension sans que pour autant ça ne génère d'inflation durable. On voit un pic très important en 2011 par exemple et un autre en 2007. Ouais. Et il n'y a pas eu d'inflation derrière. En 2007, le prix du pétrole était... En 2007, derrière, il y a l'effondrement de 2008 et 2011, la crise. Le prix était à $145 quand même, le baril. En 2007-2008. Donc on était sur des prix très élevés. Donc là, il y a une tension. La vraie question, il y a 2 questions qui sont posées. La première, c'est comment vont évoluer le prix des matières premières. Là, par exemple, quand on regarde le prix du fer, on voit que depuis quelques courtes semaines, le prix du fer s'est infléchi parce qu'il y a des perspectives d'activité en Chine qui sont beaucoup moins haussières. Notamment dans le bâtiment. Hein, c'est en fait absolument. Voilà, l'effondrement du bâtiment chinois à travers Evergrande. C'est un élément clé. Bien sûr. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point derrière, c'est que
au-delà d'un ajustement d'inflation qui pourrait être effectivement important, puisque si on suit la ligne, les deux lignes, on pourrait tendre vers plus de 4% d'inflation en zone euro, c'est-à-dire le double de ce qu'attend la BCE au maximum. Donc c'est quelque chose de fort. Est-ce que, au-delà de ce pic, est-ce que ça aura une traduction sur l'évolution globale des salaires? C'est ça le point. Tant que tu n'as pas de répercussion dans le prix final, et c'est ce qu'on voit là, enfin une répercussion qui est moins forte que la hausse des matières premières, tu freines justement ce cycle inflationniste, cette boucle. Ça a toujours fonctionné comme ça. Ouais. C'est-à-dire que quand on regarde les prix de production, le prix des entreprises industrielles, il y a des fluctuations très amples, bien plus amples que celles de la consommation. Et c'est normal, parce que le chef d'entreprise qui fabrique des voitures va encaisser le prix de l'acier, le prix de tout un tas de composants. Mais ces composants, il n'y a pas que ça dans la fabrication de sa voiture. Premier point. Et puis, deuxième point, la voiture qui va être construite, c'est un poids limité dans l'indice des prix. Et il y a une bonne partie de l'indice des prix qui ne bouge pas beaucoup. Les services ne bougent pas beaucoup, etc. Donc, il y a ces effets d'amortissement qui sont très forts. Et la vraie question, parce qu'on parle beaucoup, on a tous en référence, parce que le terme de stagflation est ressorti comme ça d'un chapeau. Stagflation, c'était associé aux années 70. Dans les années 70, effectivement, après le premier choc pétrolier, il y a eu des taux d'inflation bien plus élevés que ce qu'on connaît aujourd'hui. On était au-delà de 10%. Et donc c'est taux d'inflation sans croissance, stagflation. Voilà, mais on avait quand même 2% de croissance, c'est-à-dire plus que maintenant. Mais on venait de 6. Si l'inflation te bouffait toute... Non, on était à 6 avant le choc pétrolier, on est passé à 2. Bon, repartons pas dans les années 70. Non, mais ce qui est intéressant dans les années 70, c'est que la persistance de l'inflation était liée aux mesures d'indexation qui avaient été décidées. Chirac en 75, Nixon, Edward Heath, tous avaient décidé d'avoir des mesures d'indexation et le phénomène inflationniste a été de ce fait-là prolongé. Là, personne ne parle de mesures d'indexation. Et la mesure qui a été présentée par Jean Castex la semaine dernière sur le 100 €, la prime inflation, moi je trouve que c'est assez malin. C'est-à-dire que c'est une prime qu'on aura cette année, probablement pas l'année prochaine, et qui permet de désamorcer une partie des revendications salariales. Restons sur les coûts de production et sur les entreprises face aux hausses de prix. Clément, donc en fait, j'ai le chiffre, je crois, coût de production en Allemagne, c'est 14% de hausse en septembre. C'est ça, sur un an. Jamais vu depuis 74, j'ai vu ça ce matin. Oui. Et en France, c'est 10% coût de production sur un an. Clément, comment est-ce que tu vois le truc, là, le graphe de Philippe? Parce qu'en même temps, on comprend bien que c'est des boîtes qui sont en train de manger. Elles ont une trésorerie pléthorique, on l'a beaucoup dit, mais elles sont en train aussi un peu de manger leur trésorerie pour pouvoir lisser cette courbe. Ta remarque tout à l'heure en citant la directrice financière de Renault est très intéressante. On est quand même dans un contexte aujourd'hui sans doute beaucoup plus concurrentiel que par le passé. Est-ce que les entreprises peuvent aujourd'hui avoir des marges aussi élevées et répercuter avec un pouvoir de marché important leur coût de production sur le consommateur? J'aurais tendance à dire la réponse est non, ou en tout cas moins que par le passé. Donc effectivement, ça casse la boucle prix-salaire qu'on connaît bien. Et d'une certaine manière, si on veut éviter que la hausse des prix se traduise par... la hausse des prix de matières premières se traduise par une hausse de l'inflation généralisée, effectivement, c'est plutôt les mesures structurelles, remettre de la concurrence toujours et partout. Et ça me fait penser également qu'on est quand même dans un contexte où il y a quand même beaucoup de tensions déflationnistes qui restent et qui sont voulues comme telles. La politique de la concurrence, elle a une visée déflationniste d'une certaine manière. La politique de réforme du marché du travail qui avait eu lieu, elle n'est pas spécialement inflationniste non plus. Donc dans un contexte où il y a eu volontairement des politiques à tendance déflationnistes, parce que leurs effets sont supposés bénéfiques de ce point de vue-là, quelque part, la hausse des matières premières, elle n'est pas censée non plus tellement se répercuter sur l'inflation. Pour moi, on est dans un contexte vraiment radicalement différent de celui des années 70. On n'est pas non plus les États-Unis, on ne constate pas effectivement de hausse importante des salaires, en particulier en France. Donc, moi, pour l'instant, je pense qu'il faut vraiment distinguer l'inflation anticipée de long terme et le caractère très conjoncturel de la hausse des prix. André, comment est-ce que tu vois ça? Un mot quand même, parce que je tiens à le dire sur l'industrie automobile. Je lisais justement tout ce que disait Clotilde Delbos, c'était vraiment super intéressant. Quand même, le client ne sait plus quelle voiture acheter. Le producteur ne sait plus qu'est-ce qu'il aura comme composant, à quel moment et quelle usine il va pouvoir faire tourner et à quel prix il va pouvoir mettre la voiture en concession.
c'est quand même un truc de dingue. Pour faire des objets quand même de 2 tonnes... ça va. Je trouve que ce que vivent les industriels de l'automobile en ce moment est un truc invraisemblable. Comment est-ce que tu regardes ça Oui, moi je suis fasciné par ce chiffre là, annoncé par Renault de 500 000 ventes ratées. Donc en fait, ça c'est des coûts d'opportunité. Il y aura du mal à avoir du rattrapage. C'est pas comparable à l'industrie. Il va y avoir toujours un rattrapage, mais c'est pas. Non, t'as raison, parce que le gars il va acheter une voiture d'occasion. La voiture, t'en as besoin. Regardez le boom de tout ce qui est reconditionné. Exactement. Et l'autre chose, je reviens sur l'histoire du pricing power, parce que on a beaucoup parlé des semi-conducteurs, c'est au cœur des problèmes de supply chain actuels. Et je voyais que, par exemple, une société comme TSMC, dont on a beaucoup parlé, en étant toujours dans la dernière génération, aujourd'hui, c'est les seuls à pouvoir imposer des hausses de prix massives, entre 10 et 20%, même à des gens comme Apple, qui sont considérés comme ceux avec qui la négociation est impossible. Donc ça montre à nouveau que ils doivent se venger, d'ailleurs. Ça doit être jouissif pour eux. Absolument. Et ce sujet d'innovation, je pense, revient finalement en haut, c'est que si on n'est pas devant, on se retrouve finalement ballotté par les événements. Et c'est ce que tu dis à l'instant, c'est qu'aujourd'hui, un industriel, s'il n'a pas ce pricing power, il est obligé de gérer une des situations les plus complexes qui soit. Regarde, pour aller dans ton sens, j'ai appris un truc, je ne savais pas, je suis sûr que je vais vous l'apprendre aussi. C'est Herbert Diess, en fait, le patron de Volkswagen, qui parlait de Tesla. Parce que vous avez vu, Tesla, en fait, visiblement, semble beaucoup moins impacté. En fait, ce que je ne savais pas, c'est que si tu as la capacité de réécrire des lignes de code très très vite sur l'ensemble de ta modélisation automobile, on va l'appeler comme ça, tu peux assez vite remplacer un composant par un autre. Et seul Tesla, en fait, qui est digital native, a la capacité de faire ça. Mais oui. Je savais pas, moi, que avec 3 lignes de code, tu remplaçais un composant par un autre. Si tu achètes une Tesla il y a 6 mois ou 1 an, tu as une autonomie de 380 ou 400 km. Ils ont ajusté le programme, maintenant tu as 600 km. Sans avoir changé aucun composant. Rien changé. En fait, on oublie souvent que les batteries, en fait, c'est de la chimie, c'est des matériaux, mais c'est aussi beaucoup de ce qu'on appelle le BMS, le Battery Management System, et donc c'est du software, absolument. Donc en fait, le software, il est clé dans tout. Et donc ceux qui le maîtrisent... C'est comme ton téléphone qui change d'iOS. Exactement. Mais je ne savais pas que ça allait au point de pouvoir modifier la chaîne de fabrication, quoi, tu vois. Alors, il y a un sujet de plus avec Tesla, c'est qu'ils sont tellement intégrés, ça va à l'encontre de tout ce que prêchent tous les consultants en stratégie, d'ailleurs. Ils sont tellement intégrés verticalement qu'ils ont aussi beaucoup plus la main et ils sont beaucoup moins... Je rappelle, alors je ne suis pas un spécialiste de l'automobile, en tout cas je ne le suis plus, je crois que 70% des coûts dans l'automobile, c'est l'achat de composants. Donc on est en fait totalement dépendant de ce que ont fourni, approvisionné vos propres fournisseurs. Et dernière chose, je reviens sur TSMC, parce que ça c'est fascinant, c'est que comme ils ont ce pricing power, aujourd'hui leurs marges sont entre 2 et 3 fois supérieures à ce que font des gens dans juste la génération d'en dessous. Donc ces marges-là, ils vont les réinvestir. Donc en plus, il y a un effet cumulatif qui fait que cet avantage, s'ils sont bons, TSMC est connu comme pour Tesla, l'autre chose où on voit vraiment une cohérence, ils font souvent tapis. C'est-à-dire qu'ils remettent peut-être aussi une leçon pour le capitalisme, on va dire, occidental, qui a plutôt tendance, Dieu sait que je ne suis pas proche des thèses de M. Montebourg ou de M. Mélenchon, mais il faut se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui on réinvestit assez pour être toujours à la pointe ? Philippe, juste parce que ça me permet de citer un bouquin, si ce sujet vous intéresse, s'appelle Hyper Manufacturing. J'ai oublié l'auteur, mais le nom va me revenir, qui explique, en fait, c'est le teslisme, quoi. Et en quoi c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est l'ensemble de la culture start-up appliquée à l'industrie. Et il y a cette histoire notamment de non, on ne marche pas avec des dividendes, on réinvestit tout, on fait tapis, et on est dans une espèce de marche accélérée au progrès. Qui ne ressemble pas en fait à ce qu'est l'industrie aujourd'hui, Philippe. Ce qui est amusant sur Tesla, c'est qu'effectivement il y a un côté très intégré, mais il y a une vingtaine d'années, on nous expliquait que sur l'industrie informatique, il fallait que tout le monde soit éclaté. C'est-à-dire qu'il y avait Hewlett-Packard qui faisait des imprimantes, il y avait Microsoft qui faisait des logiciels, Compaq qui faisait l'architecture, et c'est comme ça que chacun était le meilleur. Et c'est pour ça qu'Apple ne fonctionnait pas du tout à l'époque. C'est-à-dire que, et là, il y a une espèce d'inversion de la situation qui est assez amusante, mais avec toujours en tête quand même ce qui se disait à l'époque. C'est-à-dire qu'il fallait... il y avait plein d'entreprises qui intervenaient pour fabriquer, pour qu'on ait notre ordinateur et notre imprimante. Maintenant, il y a
une voiture ou une entreprise simplement qui permet d'avoir la chose intégrée. Il y a les deux, quoi, on va dire. Voilà, il y a les deux. Michael Valentin, Hyper Manufacturing, Michael Valentin, si ça vous intéresse. Mais justement, André, donc Facebook, alors il y a deux choses. Il y a la crise permanente. Donc, comment est-ce que... donc là, il y a un nouveau lanceur d'alerte qui se présente comme membre de l'équipe d'intégrité civique. Ils ont une équipe d'intégrité civique Facebook. Donc, qui dit, en gros, c'est un peu comme l'industrie du tabac, hein, qui dit en fait, Facebook a ignoré l'ensemble des études qui disaient, un, que ça pouvait être nuisible pour les adolescents, deux, qu'il y avait effectivement de fortes perturbations sur les processus électoraux. Et en interne chez Facebook, ils ont fait un certain nombre de tests à l'aveugle, donc ils ont créé des faux comptes. Et notamment, je lisais l'histoire du faux compte d'une maman catholique, mère de famille, Ohio, qui, je crois, en 5 jours, voilà, elle s'appelle Carol Smith, donc elle n'existe pas, hein, maman conservatrice de Caroline du Nord, qui en 5 jours s'est retrouvée amenée sur les sites les plus extrêmes, les plus complotistes par Facebook et par les algorithmes de Facebook. Et ça, c'est du boulot interne à Facebook, donc ils savent quand même ce qui se passe. Voilà. À un moment, l'accumulation va commencer à être compliquée ou pas, André? Je pense, mais ils sont. Je lisais ce matin un rapport pour montrer que dans la Silicon Valley, le rapport entre communicants et médias était passé de 1 média pour 1,5 communicants à 1 pour 10 en ce moment. Et moi, je ça veut dire qu'il y a 10 communicants, pour une entreprise. Mais regardez ce qui s'est passé média. Il y a 2 semaines. Comme par hasard, Facebook annonce la création de 10 000 emplois en Europe, bien entendu, sur le fameux métaverse. Alors le métaverse, donc ce futur univers parallèle, digital, synthétique, etc. Et ça a été repris partout. Donc là aussi, il faut quand même aussi voir la manipulation gigantesque dans laquelle on est, c'est-à-dire quand ils sont le plus attaqués, c'est là où ils nous sortent l'argument des emplois. Donc là, j'aimerais voir comment va être la réaction des hommes et des femmes politiques. Est-ce qu'on va se faire encore une fois berner? J'avais écrit il y a 2 ans un article qui s'appelait Zuckerberg ou le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'en Europe, on est véritablement les otages parfaits. On est à la fois inquiet par ce que vous dites, par ce que tu dis, Stéphane, et d'un autre côté, on est absolument fasciné. Zuckerberg, le seul quand même à avoir un rang de chef d'État. Je dis un mot parce que tu as dit le fameux métaverse. C'est le Second Life d'il y a 15 ans, métaverse, c'est ça? Oui, alors Second Life avait connu, d'ailleurs, je crois qu'on y était probablement tous... non, jamais. Moi, non, jamais. Non, c'était trop compliqué pour moi à l'époque. Si, Clément était né. C'est quoi? C'était 2005, 2010, quand même. Ouais, c'est ça, un peu avant 2010. Donc en fait, c'est cette intégration, mais qu'on est en train de voir. Quand on voit aujourd'hui comment se font on parlait à nouveau de Tesla ou des semi-conducteurs, comment se font maintenant de plus en plus des produits, notamment des architectures complexes, elles se font dans ce monde semi-digital et réel. Ça c'est Dassault Systèmes. Ok. Oui, mais ça l'univers virtuel. Oui, mais en fait, on y est rentré de plein pied avec Zoom, Teams et compagnie l'année dernière. Je veux dire, aujourd'hui, est-ce qu'on fait véritablement la différence entre une réunion physique et une réunion... on parle de plus en plus d'hybride. Oui, mais c'est toujours nous, c'est pas nos avatars, tu vois, André. Oui, oui, on verra les avatars à la réunion. D'abord, est-ce qu'on en est sûr? The Matrix. Mais je veux dire, il va y avoir de plus en plus ce sujet de comment est-ce qu'on est représenté dans des entreprises, comment on est représenté dans des réunions. Enfin, moi, je pense que de toute façon, le sujet est passionnant. Il faut s'y engouffrer. J'aurais à nouveau du mal en tant qu'Européen de voir que finalement que c'est Facebook qui s'y engouffre, à la fois pour des raisons de communication et aussi parce qu'ils ont compris que c'est probablement l'avenir. Ouais, on va y aller. Tu as écrit un point de vue dans les Échos qui m'a glacé le sang, donc on en reparlera dans un instant. Ah non, sur la part de marché du cloud, là j'ai appris un truc, enfin c'est dingue. Mais on va y aller. Mais d'abord, comment est-ce que soit Facebook... Alors je rajoute juste un élément d'information. Donc Donald Trump a lancé son réseau social, puisqu'il avait été exclu de Facebook, de Twitter, voilà, et du troisième, là, que j'oublie toujours, bref. Donc, il a lancé son réseau social qui s'appelle Truth Social. Et il a gonflé sa fortune de 4 milliards de dollars. En fait, il s'est créé une fortune de 4 milliards de dollars, parce que visiblement, il n'en avait pas autant. Il avait 2-3 milliards et pas mal de dettes. Et là, 4 milliards de dollars d'un coup, parce que Wall Street a fait exploser le cours de ce truc, quoi, 847% en 3 jours.
Non, la question, c'est parce que c'est tout le problème des réseaux sociaux, il faut le faire vivre après. Et le risque sur ce... Non, mais le risque de ce réseau social, c'est que finalement, ça ne concerne qu'une partie des Américains, par exemple. Oui. Que ce soit le réseau des républicains extrêmes, auquel personne n'ira... ça fait 70 millions de personnes quand même, hein, si tu prends les gars qui ont voté Trump. Hein. Bien sûr, non, mais on est bien d'accord. Mais ça va être quelque chose de particulier. Si on prend Twitter ou si on prend Facebook, tout le monde est concerné, qu'on soit démocrate, républicain, etc. Donc la question va être de savoir si finalement ça ne va pas être cornérisé d'une certaine manière, parce que ce sera le média de la distribution d'informations sur la droite dure américaine, un peu comme le sont les journaux d'opinion très forts. Et on a eu en France des journaux comme l'Humanité ou Minute. Tout le monde ne lisait pas Minute ou l'Humanité, mais la population qui les lisait était tous endoctrinés autour de ça. Est-ce qu'on ne va pas avoir ce type de situation sur les réseaux sociaux, ce qui était a priori incompatible avec l'idée des réseaux sociaux qui étaient ouverts à tous pour la controverse. Regarde, Carol Smith, la fausse maman de Caroline du Nord, elle se retrouve en 5 jours avec, alors je ne voulais pas le citer, mais c'est Quanon, là, l'un des sites conspirationnistes, etc. Et tout. Oui, Donc de toute façon, c'est ce qui se passe aujourd'hui, tu vois. De toute façon, les algorithmes de Facebook, pour maintenir ton attention permanente, te referment, en fait. Dans oui, mais il y avait eu une expérience comme ça où ils mettaient des intelligences artificielles qui discutaient et au bout de très peu de discussions, on arrivait à un moment Goodwin où on parlait de la Seconde Guerre mondiale, etc. Absolument. Donc, c'est ce qui se passe. Clément ? Oui, moi je suis d'accord avec ce que disait Philippe. Ça peut se transformer en une sorte de gros groupe WhatsApp avec que des gens qui sont d'accord finalement. Le nom même est d'ailleurs assez intéressant. Bon, voilà, on sera chacun jugé. Truth Social. Par contre, moi ça fait que à partir du moment où il y a probablement peu d'électeurs anti-Trump ou pas du tout, même disons pas spécialement pro-Trump qui seront sur ce réseau social. Est-ce que c'est vraiment un réseau qui permet de communiquer et de convaincre ? Parce que c'est quand même le but, finalement, de convaincre, de faire de la politique comme sur un autre média. T'as déjà convaincu quelqu'un sur Twitter, toi ? Ah, je pense que il peut y avoir quand même une... il faut l'encadrer, le truc. Mais je pense que ça peut avoir une portée quand même pour les gens indécis, flux d'informations. C'est un très bon moyen de valider ce qu'on pense. C'est-à-dire que, mais évidemment, oui, mais c'est ça. Si moi je suis républicain, je vais sur ce réseau, sur n'importe quel sujet, du réchauffement climatique à la sauvegarde de je ne sais quoi, je vais avoir une réponse. Et donc, dans n'importe quelle discussion, je vais être fort de la réponse que j'aurais lue là. Peu m'importe que ce soit vrai ou pas. C'est pas ça la question. La question, c'est que j'ai les arguments pour dire le réchauffement climatique, ça n'existe pas, ou je ne sais quoi. Ou faisons du charbon, c'est très bon pour tout le monde. Oui, c'est Fox News version réseau social, d'une certaine manière. Mais Fox News a déçu Trump, tu sais. Oui, je sais. Ça va être pire. Ça va être pire, c'est ça. Fox News, c'est embourgeoisé. Oui, c'est ça. Très schumpeterien d'ailleurs comme démarche. Moi j'ai l'impression que c'est en fait c'est plutôt bien vu et Dieu sait que je suis pas du tout un fan de Trump, mais en fait il a bien compris que en fait, dans les réseaux sociaux, il n'y avait pas du tout cette interaction entre les différents groupes. C'est-à-dire qu'il y avait ces silos qui se créaient, alors ça, certaines fois avec des pentes, hein, type la mère de famille de Caroline du Nord ou du Sud, je ne sais plus, mais qu'ensuite les gens restaient dans leurs silos, c'est ce qu'on appelle des chambres d'écho. Et donc en fait, lui, il crée une gigantesque chambre d'écho. Je trouve que le nom est très très bien trouvé, parce que tout le monde va adorer. Et deuxième chose, je pense qu'en fait, ça ne va pas rester que pour les Américains. Moi, je suis étonné. J'ai organisé un des sujets sur lesquels nous, on s'engage, c'est tout le sujet de la relation entre science et société, le fait qu'il y a de plus en plus de défiance vis-à-vis de ça. Donc, on a eu de temps en temps affaire avec toute cette sphère conspirationniste, mais une fois que vous y êtes, vous vous rendez compte que les Quanon, les Trump sont cités en permanence sur les réseaux sociaux français. Absolument. Donc, en fait, là, il y a probablement même un truc mondial. C'est peut-être une internationale de la conspiration qui est en train de se monter. Enfin, et ça pourrait être bien leur outil. Alors, si en plus, ils ont la valorisation boursière qui va avec et qui va permettre, je ne sais pas, des rachats, des influences,
d'investir beaucoup dans les communicants. Hein. Moi, je suis plutôt très inquiet parce qu'il utilise les armes du capitalisme pour probablement aider des démocraties pour les affaiblir de l'intérieur. C'est assez... Enfin, moi, je trouve ça assez remarquable et inquiétant, évidemment. Bon, on marque une pause. On se retrouve dans un instant, les amis. On repart, les amis, on repart avec carbone et pouvoir d'achat. T'en as dit un mot, Philippe, mais je voulais justement qu'on en fasse quand même un... J'avoue, je sais pas les gars, mais enfin j'ai deux profs d'éco là quand même. On a beau le savoir, que 38 millions de Français soient éligibles à la prime de 100 €, donc 2 000 € net avant impôt. Oh, ça m'a mis un choc. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là, quoi, la smicardisation de la société française, voilà, pour dire les choses. 38 millions de Français éligibles. Oui, c'est des trappes à bas salaire. Ouais. On connaît ça depuis longtemps, mais c'est vrai que le chiffre, en fait, en valeur absolue, nous Toi-même, frappe, Clément, nous tu m'as marque. dit que tu étais saisi. Ouais. Oui, Ouais, ouais. c'est-à-dire qu'on connaît plus en général la répartition par décile, mais Exactement. c'est très impersonnel les déciles. On dit, bah d'accord, le 4e, 5e, 6e, 7e décile. Là, quand on se dit, tiens, il y a quand même presque 40 millions de personnes qui vivent avec moins de 2 000 € net, effectivement, ça marque beaucoup plus que ça permet de faire ressortir l'aspect très humain qui est gommé par la statistique. Ça permet aussi d'ailleurs de se rendre compte que le salaire moyen et le salaire médian, c'est quand même pas du tout la même chose et que le salaire moyen est quand même tiré à la hausse par les valeurs plus extrêmes. Mais pas tant que c'était quoi je crois que tu es sur 1500 ou 1700. C'est-à-dire, ce qui est l'un de nos drames, c'est que le salaire moyen se rapproche du salaire médian. C'est-à-dire que tu as de moins en moins Oui, il y a en fait, d'écart. 500 € d'écart à peu près. Voilà, Ouais. 500 € d'écart. C'est pas négligeable. Mais à ce niveau de Non, c'est salaire-là, pas c'est pas négligeable, mais tu négligeable. comprends, Philippe. C'est-à-dire que c'est vraiment, enfin, c'est ce qu'on voit dans ce chiffre. C'est-à-dire, c'est de plus en plus de gens qui tombent dans cette trappe à bas salaire aujourd'hui. Du fait, on le sait, du fait des effets cliquets liés aux baisses de charges et qui font que quand vous êtes aujourd'hui, en gros, à la fin de ce qu'on appelait les exonérations Fillon, donc ça doit être vers 1600, 1700, 1800 €, c'est très très difficile d'en sortir parce que ça coûte une fortune à votre patron que de vous mettre au-dessus, quoi. Oui, et puis c'est aussi la tendance qu'on voit aux États-Unis ou ailleurs sur la faible évolution du salaire médian. En plus, ouais. Parce qu'il y a une distribution des salaires qui bouge un peu. Et Lié à la désindustrialisation aussi, non? Professions de services qui sont où les gains de productivité sont plus compliqués. Probablement en partie, c'est-à-dire que les ouvriers qui avaient un côté très productif ont été remplacés par des livreurs en camionnette, Voilà. pour lesquels la productivité est beaucoup plus faible. Voilà. Donc il y a effectivement un transfert qui s'opère et qui est pénalisant pour cela. Tu disais que alors 100 €, c'était pour toi c'était mieux à faire que Hidalgo ce matin qui disait non, il vaut mieux baisser les taxes. Et baisser les taxes quand on voit la situation du climat et des problématiques posées, c'est un non-sens. Ben oui. C'est un non-sens. Se dire, voilà, on baisse les taxes, rouler, acheter des SUV comme vous voulez et polluer la planète, ça n'est grave pour personne. Non, et c'est tout l'intérêt des questions autour de la taxe carbone, c'est de dire, faisons payer ceux qui polluent. Et puis après, on refait de la distribution pour que, effectivement, tout le monde ne soit pas le couteau sous la gorge, parce que, effectivement, la taxe carbone va coûter cher aux consommateurs, mais justement, le rôle de la redistribution est là. Et ce 100 € qui est distribué est un peu un prémisse à cette redistribution qui aura lieu. Et c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Est-ce que c'est assez, pas assez? On pourra toujours dire c'est jamais assez de toute façon. Mais c'est cette discussion-là qu'on doit avoir. C'est pas de dire baissons les taxes parce que clairement aujourd'hui il faut baisser la consommation d'énergie fossile de façon drastique. Et donc avoir des incitations financières pour donc, le faire. Exactement. Ouais. Clément. Et juste pour revenir sur les 40 millions en quelques secondes, il y a quelque chose qu'on ne réalise pas toujours beaucoup, et là je renvoie par exemple à ceux qui nous écoutent à des travaux comme ceux de Patrick Artus ou d'autres, c'est vraiment l'impact du progrès technique aussi. Il sortait un chiffre, 4 emplois détruits par le progrès technique, c'est 3 emplois recréés
moins qualifiés qu'avant et un emploi très qualifié. C'est ça. Ça peut expliquer aussi quand même une partie de la polarisation du marché du travail, donc le fait qu'il y a beaucoup de Français qui se retrouvent avec un salaire plus faible. Exactement. Ouais, tout à c'est fait. quelque chose qu'on oublie un peu. Bon, mais reprenons, parce que alors, les chiffres sont... Alors, quand même, en gros, les calculs qu'on peut faire entre blocage du prix de l'électricité, lissage du prix du gaz, les 3,8 milliards, donc 38 millions de Français à 100 euros les 3 milliards. En gros, on estime que c'est 10 à 12 milliards d'euros, là, qui ont été injectés pour une bosse de quelques mois. Mhm. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est quoi? C'est l'Institut pour l'économie et le climat a calculé que les revenus générés par les différentes taxes carbone mises en place un peu partout dans le monde, nous c'est la taxe sur l'énergie, là, qui avait été la taxe climat, voilà, contribution climat-énergie, qui avait été gelée au moment des Gilets jaunes. Donc ces différentes taxes ont rapporté 56 milliards d'euros, 56,8, j'adore toujours les trucs après la virgule, en 2020 aux différents gouvernements. Pour la France, c'est 8 milliards 3. Là, on vient de lâcher 12 milliards en claquant des doigts et pour quelques semaines. Donc, le compte n'y est pas, quoi, Philippe, tu vois. C'est-à-dire cette idée effectivement très séduisante de dire on va faire des taxes carbone. On va faire payer ceux qui polluent beaucoup, qui ont les moyens de payer. Et avec les gains de ce nouvel impôt, on va pouvoir compenser vers les plus pauvres pour qu'ils ne souffrent pas trop. Alors, si on veut reprendre les choses, la taxe carbone européenne va prendre véritablement son envol en 2025. Ouais. Donc là, il y a... Ouais, mais tu vas pas pouvoir non plus la mettre à des niveaux tels qu'ils vont... Il faudra probablement la mettre assez cher pour avoir ce côté incitatif. Donc ça, c'est le premier point. Mais Philippe, si tu la mets... Alors pardon, tu tombes dans la courbe de l'affaire à la noix. Si tu la mets trop cher... Mais ça ne marche pas, la courbe de l'affaire. Mais bah, pour le coup, ça marche. Si tu la mets trop haut, tu n'as plus d'importation d'acier chinois. Hein. Et donc, à ce moment-là, ta taxe carbone, elle est à zéro. Non, mais la question, c'est... Bien sûr que ça marche, la courbe de l'affaire. Bah non. Bien sûr que si. Bon, vas-y, pardon. Non, la question, c'est... Il est trop Piketty, Philippe. Non, c'est pas ça, c'est que... Keynésien, Philippe. Vas-y, pardon, vas-y. Mais non, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ben, je sais. Mais parce que l'idée, quand même, ce qu'on doit bien avoir en tête, dans un rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui est sorti cet été, qui dit si on veut arriver à la neutralité carbone en 2050, ce qui est quand même très proche, il faut que la part des énergies fossiles dans la consommation d'énergie passe de un peu plus de 80% aujourd'hui, 83% en 2020, à 20%. C'est dingue. Comment on fait? Ouais. Le rapport de l'ONU qui est sorti le 17 septembre nous dit si on regarde les engagements qui ont été pris par les États à l'accord de Paris en 2015, la réalisation de ces engagements et les engagements à venir pour jusqu'en 2030, on sera sur des émissions de carbone à plus 16% de 2010 à 2030. Pour être à 1,5 degré, il faut être à moins 45%. Donc on peut dire, ne faisons rien, mais à un moment donné, il va falloir qu'on s'ajuste. Et là, pour l'instant, on est en train de trouver le moyen de dire, on le fera ça demain. Hein, on ne va pas le faire tout de suite, parce que là, c'est un peu ennuyeux. Mais parce que tu ne peux pas le faire. Mais concrètement, je ne sais pas comment tu résous cette équation, c'est pas possible. Non, mais bien sûr, la question posée alors, c'est qu'est-ce qu'on dira à nos petits-enfants en 2050 quand il fera 4 degrés au-dessus de la moyenne pré-industrielle? On leur dira, on avait des élections présidentielles, on avait une dette publique... Non, mais Philippe, c'est pas une question d'élection présidentielle, tu te rends bien compte, les chiffres que tu viens de donner donne un effort à ce point considérable qui ne relève pas d'élection présidentielle ou d'une lâcheté politique. Depuis le rapport Stern en octobre 2006, on n'a pas fait grand-chose. C'est-à-dire quand mais ça, évidemment. Nicolas Stern disait récemment, quand j'ai publié mon rapport en 2006, les efforts à faire étaient élevés, mais pas considérables. Ils sont devenus considérables. Alors l'autre point quand même à souligner, c'est que là, on va distribuer du pouvoir d'achat. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder pour la France l'évolution de la productivité et l'évolution du pouvoir d'achat.
données de l'INSEE, hein, c'est pas des calculs. Et alors Et alors, ce qu'on observe, c'est que le pouvoir d'achat évolue bien plus vite que la productivité. Or, les entreprises vont pas pouvoir payer des salaires à la hauteur compte tenu de ce qu'on voit sur la productivité. Et donc là, il va y avoir un gap très fort. En 2012, après la crise financière, on a vu la même chose, ça s'était traduit par des hausses d'impôts assez significatives. Là, on est dans une situation où on donne des subventions aux ménages. Et donc, l'écart entre le pouvoir d'achat et la productivité va s'accroître. Et qui va être pénalisé là-dedans sont les entreprises dont on parlait tout à l'heure, qui vont avoir des coûts d'achat de matières premières beaucoup plus élevés et qui vont être obligés de faire le grand écart. Donc ça va être un peu compliqué. Clément ? Moi, j'aimerais juste, je suis d'accord avec ce qu'a dit Philippe, mais pour moi, il y a un problème quand même qui n'est pas de l'ordre de la théorie économique, il y a un vrai problème philosophique et politique. Est-ce qu'on peut imposer à des gens, donc à des peuples, dans un cadre démocratique, des mesures que ces mêmes peuples, en gros, rechigneraient à adopter ou pour lesquelles ils ne seraient pas d'accord ? C'est un vrai problème. Et alors, c'est un problème d'incohérence temporelle, c'est un problème, on peut utiliser plein de mots techniques, mais il y a un vrai débat sur est-ce que l'impératif climatique, alors ça peut être la neutralité carbone, ça peut être la baisse des émissions à un degré plus ou moins important, est-ce que ces impératifs qu'on se fixe à nous-mêmes, ils ne posent pas à un moment donné, ils ne poseront pas à un moment donné un problème démocratique, parce que de toute façon, peut-être qu'il faudrait prendre des mesures qui ne sont non seulement pas populaires, mais qui seraient rejetées, par exemple, dans les urnes. Est-ce qu'on n'a pas répondu avec le confinement et le Covid ? Est-ce qu'à un moment, on n'a pas justement, là, pour la première fois, pris une décision autoritaire contre laquelle on ne savait pas trop si on était pour, si on était contre, mais on a tous compris collectivement qu'on n'avait pas le choix ? C'est possible, mais disons que moi, mon inquiétude, ce serait plutôt de dire que c'est probablement pas durable et il faut se méfier du populisme qui pourrait se servir de cet aspect un petit peu technocratique, hein, parfois de la lutte contre le changement climatique, absolument. pour dire, eh bien, moi je suis du côté du peuple, vous n'aurez pas de hausse de taxes carbone avec moi, il faut arrêter l'écologie punitive. Et c'est ce qui peut arriver voilà, c'est quelque part, il peut y avoir un affrontement idéologique entre un totalitarisme vert, hein, entre guillemets, d'un côté, et une autre forme de totalitarisme issu, disons-le, de l'extrême droite, hein, qui pourrait être... Le risque, c'est d'avoir des canicules type 2003 très régulières. Non, mais c'est ce que dit Jean Covici. Il dit, de toute façon, il ne se passera rien tant que tu n'auras pas le feu à la forêt de Fontainebleau. Exactement. Voilà. Comment est-ce que tu... Est-ce qu'on me dit ça d'un air léger, comme ça ? Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais comment est-ce que tu veux, André, comment est-ce que tu veux... parlant de forêt, vas-y d'un mot, parce que je voudrais qu'André... Juste un point, l'Amazonie n'est plus un puits de carbone. Oui. Non, c'est un émetteur de carbone. Oui. L'Amazonie. Oui. Donc, les choses sont bouleversées totalement. Écoute, c'est pas la forêt de Fontainebleau, mais hier, nous, on a eu 20 hectares brûlés en Corse, un 25 octobre, ça s'est jamais vu. Donc, on commence à voir des choses très, très concrètes. Je trouve quand même qu'il y a sur le point de la mesure de Jean Castex... C'est vrai que t'es Corse, toi. Eh oui, ne l'oublions jamais. Et... je pense que c'est très important d'avoir la vérité des prix. Et c'est comme ça aussi qu'on arrivera à une certaine légitimité démocratique. C'est-à-dire, moi, ce qui m'a fasciné quand même dans la réaction de la classe politique, c'est que c'est soi-disant, on va dire, ceux qui se prêchent l'écologie qui, en fait, ont été les premiers à dire il faut baisser les taxes. Mais c'est à nouveau repoussé. C'est assez incompréhensible, la position d'Anne Hidalgo, je dois avouer. Ouais. Et pour moi, c'est une erreur politique absolument majeure et ça montre qu'il n'y a pas beaucoup d'anticipation. Et le deuxième truc, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, c'était un papier de Libé qui était titré comme ça, je me dédouane, hein, parce que le titre est un peu violent, c'est « Faites confiance aux pauvres ». Arrêtez de prendre les pauvres pour des imbéciles. C'est-à-dire cette idée qu'on leur donne 100 € sans flécher la dépense. Oh mon Dieu, les pauvres vont faire n'importe quoi, ils vont aller le boire au café. Non, ça ne se passe pas comme ça. Non, clairement pas. Donc je crois que la vérité des prix, elle est importante. Et après, mettons aussi les choses... On a du mal aujourd'hui au niveau mondial à mettre les 100 milliards d'euros pour le Fonds pour le climat ensemble. On vient de dépenser en 12 mois 2500 milliards, c'est pas grand-chose, 200 000 milliards. Non, mais c'est phénoménal. Donc, à nouveau, la vérité des prix est absolument essentielle. Le fait de déconnecter la réalité des prix et l'action sur les plus... vraiment de différencier me semble absolument essentiel. D'avoir en tête cet impératif démocratique, mais c'est uniquement en rendant transparent ces sujets-là. Et à nouveau, moi, je m'étais beaucoup engagé pour que le Haut Commissariat au Plan ait une véritable réalité.
où est-il ? C'est à lui d'exposer, d'expliciter. Oui, peut-être je suis un indécrottable idéaliste. Non, mais j'ai rien contre, c'est le personnage qu'il incarne aujourd'hui, si tu veux. Où est-il ? C'est une bonne question. Ça veut dire je crois quoi, que même lui se le demande. Ça veut dire véritablement qu'on ne veut pas expliciter ces décisions. Et je crois que les systèmes démocratiques, notamment européens, doivent faire attention parce que plus on restera dans ces décisions peut-être justes, mais totalement obscures, plus on créera cette défiance. Donc effectivement, l'impératif. Et j'aimerais quand même dire qu'en France, on n'est quand même pas si mauvais que ça et que de toute façon... Sur quoi on n'est pas mauvais ? Sur les émissions de CO2. Mais alors ça, Clément, alors pardon, je te coupe la parole, pardon. On ne peut pas dire ça. Et on ne peut pas dire ça puisqu'on a délocalisé notre production industrielle chez les Chinois, si tu veux. Donc, parce que c'est ça le paradoxe, ces 100 €, ils vont quand même servir pour beaucoup d'entre eux, même si certains arrivent à en garder un petit peu de côté et à moins rouler, à acheter des produits d'importation. Oui. En fait, mais quand je dis ça, j'avais en tête le nucléaire, en fait. Je sais que tu avais en tête le nucléaire, mais on se dédouane, tu comprends. On a laissé pourrir notre outil industriel. Alors évidemment, on peut apparaître comme les bons élèves de la classe, tu vois. Oui, mais je pense même par rapport à l'Allemagne, de ce point de vue-là, où... on a un tiers des émissions de l'Allemagne, donc c'est simple. Hein. Oui. C'est vraiment... on ne fait pas de charbon, on a du nucléaire. Et on ne fait pas d'industrie. Mais ça, c'est uniquement tranquille, si tu veux. C'est uniquement la production... Oui, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Mais enfin, on a déporté nos émissions carbone, quoi. Voilà. Mais du coup, ça veut dire que les pays où on les a déportés, c'est quand même eux qui vont avoir le plus gros... qui vont avoir le destin du monde, de ce point de vue-là, quand même, plus entre leurs mains que notre cher et vieux pays, la France. Oui, mais justement, c'est ça toute la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, personne n'est dans les clous dans ce qui est dans les engagements qui ont été pris, ni les Chinois, ni les Américains, ni les Européens. Personne n'est dans les clous. Alors on peut dire, nous, on a effectivement délocalisé une bonne partie de la production, mais malgré ça, on n'est pas dans les clous des engagements qu'on a pu prendre. Donc, il y a une vraie question autour de ça. Et pour reprendre ce que disait André tout à l'heure, on s'était engagés tous à dépenser 100 milliards pour les pays émergents pour les aider à passer le cap. On est à 80 milliards difficilement. Et 80 milliards qui vont essentiellement en Asie et pas grand-chose sur l'Afrique, par exemple. En plus, 80 milliards, enfin c'est quoi 80 milliards ? C'est rien. On est bien d'accord. Mais ça se voit vraiment qu'on a changé d'échelle depuis l'année dernière. Ah, mais 80 milliards, ça n'est plus rien. Non, mais écoute, je fais la promotion de l'excellente émission qu'on a faite sur l'électricité il y a maintenant 3 semaines. Les chiffres, pour nous, nous, avec effectivement le nucléaire, et là on parle que de l'énergie, donc pour décarboner notre énergie à horizon 2030, c'est 1000 milliards, rien que la France. Qu'est-ce que tu veux faire avec 80 milliards ? Pour l'ensemble des pays tout ça n'est émergents. Pas... Non, ce que j'allais dire, parce qu'il y a ton formidable sujet sur la crise de l'innovation européenne, mais je me dis, on va se flinguer à la fin de cette émission. Je cherchais un petit peu de réjouissance parce que... il faut croire au pouvoir de la destruction créatrice. Oui, voilà, exactement. Voilà, il faut y croire. Oui, mais alors, il est américain, le pouvoir de la destruction créatrice. T'as fait donc, allez lire ça. D'abord, abonnez-vous aux Échos, parce que c'est un excellent journal, et qu'il faut quand même payer l'information. Voilà, la bonne information, elle a un prix. Et allez lire donc le point de vue d'André, Bataille technologique, l'étrange défaite de l'Europe, évidemment, référence à l'étrange défaite des années 30, dans lequel tu alignes un certain nombre de chiffres, André, sur le fait qu'on est totalement à la rue. Il y en a un qui m'a encore plus frappé que les autres, parce que en fait, on se dit, OK, on a pris du retard, mais on est en train de se stabiliser. Mais que nenni, quoi. Ça continue, et donc tu dis, la part de marché des fournisseurs de cloud européens a été divisée par 2 entre 2017 et 2021. Oui, alors aussi que ça soit clair, le chiffre 2017 est totalement fortuit, mais effectivement, en 5 ans, on est passé de 30 à 15%. Et surtout, il n'y a aucun acteur qui fait plus que 1,5% de part de marché mondial. Donc autant dire que dans un contexte où il va falloir faire des investissements massifs, où de plus en plus les data centers doivent être également conformes aux dernières normes environnementales, etc., où ceux qui ont des installations mondiales peuvent aussi balancer en fonction des coûts de l'énergie, etc., les petits ont très peu de chance. Sauf s'il y a véritablement une volonté à la fois de préserver nos données, de faire des choses localement. Ces 750 milliards qu'on s'apprête à déverser sur l'Europe,
là, pour le coup, où est le fléchage des investissements? Moi, j'aimerais savoir combien de ces 750 milliards vont être utilisés pour acheter du chinois, de l'américain. Autre étude que nous, on va faire dans les prochaines semaines, c'est combien de tout l'argent qu'on investit en ce moment dans les startups, et à juste titre, repart directement en achat publicitaire ciblé chez les GAFA, et combien va directement chez les cloud providers. Parce que ceux qui ont augmenté 2 fois leur prix dans les 12 derniers mois, et chaque fois entre 5 et 10%, c'est les 3 grands providers de cloud. Parce que c'est très facile d'accéder au cloud, ça c'est formidable, mais une fois que vous êtes dedans... Donc Amazon, Google, Microsoft. Vos coûts sont linéaires, il n'y a pas du tout d'asymptote, c'est-à-dire que ça devient un investissement massif pour toutes ces entreprises. C'est normal, c'est des entreprises du digital. Donc en fait, la question c'est, est-ce que tous ces investissements-là bénéficient véritablement à nos sociétés, à nos emplois, à notre tissu industriel, ou est-ce que finalement, ce n'est pas des dépenses qui repartent immédiatement? Donc en fait, il y a une vraie vision d'ensemble qu'il faut avoir entre investissement, innovation, achat public. Je peine à la voir. Et tu dis, c'est pour ça d'ailleurs, je pense que tu as pris ce titre d'étrange défaite. Tu dis comme au moment de la débâcle, il n'y a plus aucune ligne de front. Elle est forte cette phrase. Aucune ligne de front écrite. Il n'y a plus aucun endroit je crois que où on puisse affronter... Je crois que les semi-conducteurs, c'est assez clair. Le quantique, moi je me disais que dans le quantique on avait quelque chose. Thierry Breton me faisait rêver sur l'idée que le quantique on avait quelque chose. La raison pour laquelle j'écris cette tribune, c'est parce qu'il y a tout ce qu'il nous faut. Regardez, on vient de lancer la plus lourde charge jamais lancée en orbite géostationnaire il y a 2 jours avec Ariane 5. Formidable. Donc les compétences sont là. La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a eu 2 lancements d'Ariane depuis le 1er janvier 2021 et pourquoi il y en a eu 22 de Falcon 9 et Falcon Heavy depuis. Donc on est totalement distancé. Sur les semi-conducteurs, je ne vous fais pas un dessin. Sur le cloud, on en a parlé. Mais les Américains aussi sont distancés sur les semi-conducteurs pour le coup. Moins, parce que je rappelle quand même qu'en ce moment, les Européens font tous la danse du ventre à Intel pour installer la future usine de semi-conducteurs quelque part dans les pays européens. Donc là aussi, c'est on pourrait se dire que on ait une attitude cohérente, on essaie de voir ce qu'il nous faut. Ben non, en ce moment, vous avez l'Allemagne, la France, exactement comme avec Tesla, où il y a eu une bagarre entre la France, l'Allemagne, l'Italie, qui sait qui accepterait. Résultat, Tesla a eu des subventions massives de la part de ces pays européens. Et 2, comme on est en concurrence, on n'est pas capable réellement d'avoir une certaine force de négociation sur qu'est-ce qu'on veut de la chaîne de valeur, etc. Mais sur les batteries aussi, on est en train de se... Et en fait, il ne faut pas être négatif, mais il faut être réaliste. Aujourd'hui, sur les batteries, il y a déjà 65% des batteries lithium-ion qui sont fabriquées en Chine. Ouais, mais comme tu le dis toi-même, est-ce que c'est... Enfin, la batterie, c'est une... Je dois te dire que j'ai du mal à cette passion batterie-là, qui a saisi tout à coup l'ensemble des commentateurs, m'étonne un peu, parce que ça va devenir une commodité, la batterie, comme tu dis toi-même. C'est le Battery Management System qui va être important, et puis derrière, c'est l'ensemble des données qui vont... En temps de crise, on a bien vu que c'était le Doliprane qui nous a posé problème. Non, c'est pas le Doliprane. Je suis le premier à dire que il faut viser le coup d'après. Et donc, effectivement, la batterie lithium-ion, c'est aujourd'hui. La vraie question, c'est est-ce qu'on se donne les moyens du coup d'après? Non, aujourd'hui, on investit des milliards sur la technologie d'aujourd'hui, qui va être commodisée très vite. On dit qu'on veut faire des SpaceX, mais SpaceX, c'est aujourd'hui. C'est quoi le coup d'après de la fusée réutilisable? C'est quoi le coup d'après du semi-conducteur? C'est quoi le coup d'après dans l'intelligence artificielle? La vraie question, c'est est-ce qu'on... Et le plan France 2030, là, je tiens à faire un coup de chapeau, c'est plutôt les bons thèmes. La seule chose qui, moi, m'a choqué, c'est qu'à un moment, le président de la République dit, un mot de méthode. Mais en fait, non. La clé, c'est la méthode. Voilà. La clé, c'est la méthode. Il l'a dit lui-même, et c'est assez étonnant, parce que c'était un tout petit peu contradictoire. Une bonne recherche 6 mois trop tard ne vaut rien. Fort, quand même, comme argument. Voilà, ça a été présenté il y a 2 semaines. On aimerait voir tout de suite une mise en œuvre. Qui c'est qui le met en œuvre? Si on fait la même chose qu'avec les PIA, où il y avait une espèce de tambouille interministérielle... Plan d'investissement d'avenir, l'emprunt Sarkozy, c'est pas ce qu'il est devenu. Et donc, c'est ça la clé. L'argent est là. Pour aller dans ce sens-là, quand même, sur les 750 milliards, il y a 2 composantes. Il y a une composante subvention, une composante prêt. Ouais. La composante subvention, tout le monde la prend. La composante prêt, il n'y a que l'Italie qui la prend. C'est-à-dire que, globalement, l'idée de ce plan, c'est de dire on se donne des moyens pour aller pour investir dans demain. Mais
mais en fait, on limite juste à la subvention ce qu'on n'aura pas remboursé. Oui, mais Philippe, pardon, mais est-ce que le prêt européen, il est moins cher que moi, trésorier de la France? Aujourd'hui, je peux avoir tout l'argent que je veux en dette. Combien en ce moment? C'est vrai, 0,1, mais 0,2, 0,3 c'est une attitude. C'est une attitude. C'est-à-dire de dire, finalement, j'ai pas trop d'idées. Ben oui, c'est ça. J'ai pas trop d'idées. Et moi, je trouve tout à fait dommageable que le plan qui a été annoncé par le président de la République il y a 15 jours ou 10 jours soit tout seul. L'Italie a présenté des choses. Mario Draghi a présenté des choses. Chacun présente des choses. Mais finalement, on a toujours ce sentiment que l'Europe n'est pas intégrée. Qu'on n'a pas de marché intérieur européen. Oui, mais c'est ça l'essentiel. Si Facebook ou d'autres ont pu se développer à cette vitesse-là, c'est que d'un seul coup, entre New York et Los Angeles, tout le monde s'est équipé. Et de ce fait-là, vous devenez très vite très puissant. Si vous n'êtes qu'éparpillé, vous ne deviendrez jamais puissant. Alors quand même un mot parce qu'on a regardé ça la semaine dernière avec Laurence Daziano notamment, sur la méthode, sur l'Italie, justement sur je crois que c'est 250 milliards, quelque chose comme ça, 200 milliards l'Italie. Pour le coup, c'est très précis, très pointilleux, rapport d'étape à rendre. Limite, pardon d'utiliser le terme, limite coloniale. Rapport d'étape à rendre tous les 6 mois, tous les ans, des objectifs ultra précis, des rapports d'étape, des cibles, comme le change management dans les entreprises. Tu as vraiment l'impression de voir un plan de transformation, de digitalisation de la fonction finance. Là, il y a quelque chose quand même, André. Et je pense que les Italiens sont parmi ceux qui ont le plus compris que c'était une possibilité pour eux d'inventer demain. Mais effectivement, dans la plupart des plans, alors il y avait ce fléchage. En fait, la Commission, elle est un petit peu schizophrène. À la fois, elle a raison de dire faut flécher vers les sujets de demain. Le problème, c'est que digital et vert, c'est trop vaste. Enfin, voilà. Deuxième chose, l'autre danger, c'est d'avoir des rapports d'étape trop précis. Parce que dans ce cas-là, on est dans le linéaire. Et par définition, on est dans un monde qui aurait prédit l'augmentation des prix de l'énergie première il y a 6 mois. Donc il faut laisser de la flexibilité. Par contre, il faut se fixer des objectifs très ambitieux sur le point d'atterrissage. Et dernier petit écueil, c'est qu'il y a cette obsession de dépenser très vite l'argent. Et là, le risque, c'est effectivement qu'on trouve des projets pour trouver des projets et pas qu'on se fixe comme objectif. Est-ce que véritablement, on va faire monter en compétences? Est-ce qu'on va sortir de ce piège que vous décriviez, que décrivait Patrick Artus sur 2 emplois, 3 moyennement qualifiés et 1 hyper qualifié? Et ça, c'est de la formation, c'est des filières industrielles. Là, je dois avouer, et c'est ce qui me fait très peur, c'est ce qui, moi, explique mon engagement sur ces sujets-là, c'est que les Chinois ont repris à eux-mêmes la théorie d'un prof de Harvard qui s'appelait Hoffman et qui montrait qu'il y avait quelques filières industrielles qui irriguaient beaucoup plus et qui étaient beaucoup plus capables d'irriguer toute l'économie en termes d'innovation, etc., que d'autres. L'automobile en est évidemment une naturelle, mais l'aérospatiale l'est également, etc. Et donc, en fait, ils ciblent sur ces sujets-là, ils créent des chaînes de valeur, ils créent aussi des dépendances du monde vis-à-vis d'eux, ce qui les rend incontournables. Et on doit bien avouer que la Chine est aujourd'hui au centre du jeu sur de nombreuses filières. Clément, un commentaire, à part on n'est pas au mieux. Un peu d'optimisme. Oui. Ah oui. Allez, quand même. Comment fais-tu? Non, mais je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit. Mais c'est vrai que il y a quand même une volonté dans le fléchage européen ou d'ailleurs dans le fléchage Relance 2030 d'essayer de trouver ce que seront quelque part un peu les futurs champions nationaux. Alors c'est vrai que le terme même, par exemple, d'Airbus des batteries, dont on parlait il y a un instant, est un peu galvaudé. Il n'est pas du tout sûr, effectivement, que l'État soit capable d'identifier les futurs secteurs extrêmement porteurs. Par exemple, sur la question de l'hydrogène, il y a un vrai débat. L'hydrogène, il y a déjà eu un petit revirement parce que tout le monde voyait l'hydrogène appliqué à l'industrie aéronautique. Il se trouve que peu de gens y croient au futur avion à hydrogène. Et en fait, Airbus nous a donné quand même autour de 2035. Ils ont l'air de penser... qu'ils y croient pas beaucoup. C'est vrai. Moyen d'avoir le tiroir casse. Moi, ce que j'entends de la part des gars qui vraiment bossent dessus, c'est que l'hydrogène, c'est pour la sidérurgie, en fait. Oui, c'est pas du tout pour l'industrie, mais effectivement, peut-être les camions.
mais les automobiles, non. Oui, c'est ça. On a des ordres de grandeur de densité énergétique, Oui, donc voilà, on ne fera jamais voler, en tout cas pas un long courrier, peut-être un court Enfin, si courrier. tu décarbones la sidérurgie, c'est déjà vachement bien. C'est 10% des la émissions. sidérurgie, la chimie, Et d'ailleurs, Ciment. parenthèse, pour produire de l'hydrogène, il faut beaucoup d'électricité. nucléaire. Si c'est pas nucléaire, ce sera à un prix plus élevé, ce sera voire une émission de CO2 plus élevée. Bon, voilà, donc nucléaire pour la France. Mais effectivement, quand même, globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a aussi, là aussi, je renvoie le terme de Philippe Aghion et le pouvoir de la destruction créatrice, cette volonté européenne qui n'était peut-être pas présente avant, que l'État doit quand même flécher quelques grands secteurs avec les biais qu'on connaît. Après tout, peut-être qu'il faut, plutôt que les rapports d'étape, laisser un peu les entreprises et l'aiguillon des futurs entrepreneurs. Et si vous me permettez 2 mots là-dessus, oui, mais sans l'écueil de choisir, comme diraient les anglo-saxons, pick the winner. Exactement. Et ça, c'est notre oui. grande tendance bien sûr. à dire, si c'est l'énergie, c'est un EDF. grand énergéticien Bien sûr, qui commence bien par sûr. E ou par T. Donc juste fixer des objectifs, Oui. mais ne pas dire qui le fait. Et deuxième chose, être capable d'avoir cette espèce de revue permanente. Parce que il faut surtout pas qu'en octobre 2021, on décide tout ce qui va se passer dans les 5 prochaines années, parce Bien que sûr. ça va changer dans 3 mois. Et cette agilité, et enfin, C'est une gouvernance compliquée à trouver. quand même, L'État un ne truc, peut pas l'avoir, la cette vache. agilité. paradoxalement non, parce que là, je pense plutôt qu'il faut faire rentrer, nous on est très convaincus que faire rentrer la société civile, les acteurs de l'industrie, mais Mais tu on crées est- des usines à gaz avec ça. Tu crées Mais des aujourd'hui, palabres permanentes. pas du tout, Oui, pas mais du tout. La question, c'est palabre permanent ou échec. Et c'est Non, vrai. mais- Non, mais t'as c'est raison, ça. Philippe. C'est ça C'est la- du bon ça sens. la- Et il y a C'est peut-être du bon le sens mot de ta part. Le mot confiance aussi, parce qu'aujourd'hui, quand on voit toutes les étapes fallait franchir, je crois que sur le plan Juncker, je ne veux pas l'accabler, mais il y avait 8 étapes, parce qu'on avait tellement peur de mal dépenser l'argent public qu'en fait on a créé des usines à gaz. Alors, il faudrait pour le coup que des profs d'économie, que des économistes se penchent là-dessus, que parfois dépenser très vite, même par des gens qui ne font pas partie de l'appareil d'État, est un investissement qui rapporte plus que de mettre tellement de verrous qu'en fait on n'investit pas et on ne Bon, prend pas de risque. les amis, voilà, c'est un boulot pour Clément. Alors qui justement, je cherchait faire un peu de pub à hein. ma collègue Agnès Benassi-Kéré, la chef économiste de la DG Et, Trésor. attends, entre qui nous là, fait entre ça nous. très bien. Tu veux pas rentrer au cercle des économistes là? T'es pas un petit peu en campagne parce que tu les Pas du cites tout. tous quand même. Hein, t'as vu, on a eu, Non, je suis pas du on a tout eu en campagne. Artus, Artus, Aghion, Agnès. Benassi-Kéré. Non, non. Dis donc. C'est juste de l'admiration pour Clément. mes collègues compétents. Et beaucoup plus compétents que moi. Bon, c'était le mot de la fin. Voilà. Merci les amis, merci pour tout cela. Et puis nous on se retrouve. Alors demain une émission interview. Tiens, on refera le point notamment sur un élément avec lequel vous avez peut-être fait connaissance l'année dernière si vous suiviez déjà Bismart autour de l'hybridation, autour des centaures. La philosophe Gabrielle Alperne viendra discuter de ça avec nous. Et puis avec le formidable Léonidas Kalogeropoulos, on parlera aussi d'un pacte entre la nation et les entreprises qu'il a écrit pour le coup. Ça aussi, c'est une de ses passions. Et puis, on reprend nos débats donc, à partir de mercredi. Bonne soirée à vous et donc à demain.